Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'Éducation. Tout de suite, le sommaire. Alors qu'une nouvelle concertation a eu lieu ce mercredi entre syndicats enseignants et le ministère de l'Éducation nationale, il semble qu'il y ait enfin une avancée sur le plan des salaires. Alors que faut-il en retenir? Aujourd'hui, notre invité est Norman Gourrier, secrétaire général du SNCL. Deuxième partie d'émission, on vous parlera de ce nouveau challenge qui inquiète TikTok et ainsi que les parents et aussi les enfants d'ailleurs, le Cicatrice Challenge. Vous aurez toutes les explications avec Guillaume Ouattara. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, son invité est le finaliste de la Star Academy, Louis Albi. Mais tout de suite, un point sur l'actualité avec Guillaume Ouattara. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence ce journal avec une nouvelle annonce de Pap Ndiaye sur les augmentations des enseignants. Et oui, augmentera ou augmentera pas, c'est la question qui turlupine les enseignants comme les observateurs comme nous depuis plusieurs mois. Il faut dire que quand il est arrivé au ministère, Pap Ndiaye a commencé par mettre en place une feuille de route qui comprenait l'augmentation de salaire pour tous les enseignants. Oui mais voilà, il y a quelques semaines, il y a eu comme un rétropédalage. Ça arrivera finalement à la rentrée 2023. Et puis second rétropédalage, ça ne sera pas tous les enseignants, mais les enseignants qui accepteront de faire des heures supplémentaires. Il y avait une grogne, et on va en parler dans quelques instants avec les invités. Il y a eu aussi des concertations et finalement, Pap Ndiaye vient d'annoncer une augmentation pour tous et toutes les enseignantes et enseignants, que ce soit de l'école au lycée. Et Pap Ndiaye d'expliquer, nous nous sommes engagés à revaloriser tous les enseignants et cette augmentation sera effective dès la rentrée 2023. C'était sur Twitter. Il a précisé que cette revalorisation sera basée à la fois sur les primes qui vont être augmentées, mais également sur des petites activités, des missions volontaires complémentaires qui permettront aux enseignants qui feront en clair des heures sup d'avoir plus d'argent. Alors, est-ce qu'il faut se réjouir ou pas? Il semblerait, selon les premières estimations, que pour les enseignants en fin de carrière, qui de base ne devaient pas avoir d'augmentation, cette prime, elle ne sera que de 50 à 60 euros par mois, une goutte d'eau dans le vase de l'éducation nationale. Ces enseignants justement de fin de carrière qui ont pris la parole dans le quotidien 20 minutes pour dénoncer l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. Et oui, tandis que la contestation continue, que ce soit dans la rue ou sur les bancs de l'Assemblée nationale, 20 minutes, le quotidien 20 minutes, a récolté un certain nombre de témoignages de la part d'enseignants. Je suis fatigué, nerveusement, le métier est épuisant, je n'ai plus d'énergie ou encore je prends des somnifères. Voilà ce que racontent toutes ces enseignantes et enseignants qui ont été contactés. Alors leur point commun, c'est qu'ils ont tous plus de 50 ans et qu'ils dépeignent la même usure au fur et à mesure que les années passent. D'un côté, il y a l'usure physique, devoir rester debout, porter la voix, devoir également monter les escaliers. C'est pas anodin quand il faut changer de salle toutes les heures. Et puis il y a aussi la fatigue psychologique, ça n'est un secret pour personne. Les élèves sont de plus en plus dissipés. Les enseignants doivent faire de plus en plus de discipline et quand on commence à vieillir, ça devient de plus en plus pénible. Autre fléau que les enseignants dénoncent à travers ces différents témoignages, c'est les réseaux sociaux. Il faut maintenant vérifier que les élèves ne filment pas ce qui est en train de se passer car à tout moment, on peut se retrouver en quelques instants sur TikTok. Alors, les enseignants, ils sont unanimes, en tout cas les enseignants qui ont plus de 50 ans, pour dire que ce soit pour eux ou pour les élèves, il n'est pas bénéfique d'étirer les carrières qu'ils vont avoir. Et pour ne rien arranger, c'est au tour des inspecteurs de l'éducation nationale d'avoir le moral en baisse. Et oui, l'actualité du jour, elle est morose dans l'éducation nationale. On parle des enseignants qui ont du mal et maintenant, ce sont les inspecteurs de l'éducation nationale qui expliquent leur mal-être. C'est un communiqué du syndicat des inspecteurs de l'éducation nationale qui a été publié, qui explique que les inspectrices et inspecteurs n'ont plus le temps de se consacrer à ce qui devait être leur mission centrale, l'accompagnement des équipes pédagogiques afin de les aider à mettre en œuvre les actions au service d'une meilleure réussite de tous les élèves. Voilà ce qui est déploré dans le communiqué. En réalité, de manière sous-jacente, ce qu'explique ce syndicat, c'est qu'il y a des injonctions contraires. Les gouvernements passent, les inspecteurs et inspectrices restent, mais les directives ne font que changer. Résultat, ces inspectrices et inspecteurs ont l'impression de toujours devoir faire la police et même de ne pas pouvoir valoriser certaines actions plutôt bénéfiques de certains enseignants, tant il faut une forme d'égalitarisme qui commence à leur peser. Ce n'est pas la première fois qu'on tire le sonnette d'alarme du côté des inspectrices et des inspecteurs. Déjà en 2016, un rapport avait fait état des mêmes causes et des mêmes conséquences. Depuis, très peu de choses ont changé.
On poursuit ce journal avec une forte baisse dans la mobilisation contre la réforme des retraites, mais du côté enseignant. Et oui, on l'a peut-être un petit peu oublié aujourd'hui, tant elle n'a pas été suivie, mais il y avait une nouvelle journée de mobilisation du côté des syndicats et puis du côté surtout de toute la population. Eh bien, seuls 7% des enseignants, c'est le chiffre officiel qui a été publié par le ministère de l'Éducation nationale, seuls 7% des enseignants étaient en grève. La raison, elle est plutôt simple, on est dans une période de vacances scolaires pour les zones A et les zones B, donc il n'y avait que finalement les enseignants de la zone C qui pouvaient se mettre en grève. Il n'empêche que cette contestation, elle semble s'essouffler. Il y a quelques semaines encore, lors de la dernière journée de mobilisation, 14% des enseignants s'étaient mis en grève. Est-ce que les annonces de revalorisation faites hier par Pap Ndiaye ont calmé certaines velléités? On ne le sait pas. Il n'empêche que la prochaine journée de mobilisation est prévue pour le 7 mars et l'intersyndicale des enseignants appelle à une fermeture totale des écoles. Dans un tout autre domaine maintenant, une étude accablante vient d'être publiée et elle met en lumière les conséquences psychologiques du harcèlement, notamment sur les questions de genre. Effectivement, l'actualité récente, souvent malheureuse, pointe du doigt de nouveaux phénomènes de harcèlement. Il y a eu le cas il y a quelques semaines avec le jeune Lucas qui avait mis fin à ses jours à cause d'un harcèlement homophobe. On sait que le harcèlement présente des difficultés d'ordre psychologique, mais on n'avait pas encore pu le savoir autrement que par le ressenti des jeunes qui étaient présents et puis par le ressenti des adultes qui plus tard étaient victimes de harcèlement. Il y a eu cette fois une étude américaine publiée dans la revue PLOS ONE qui explique que ces effets du harcèlement sont d'autant plus marqués lorsque celui-ci est lié à l'orientation sexuelle et au genre des victimes. Ce type de harcèlement est même systématiquement corrélé à des sentiments de tristesse, écrivent les chercheurs. Selon eux, le risque de sombrer dans une détresse mentale est 2,5 fois plus important lorsque on est dans le cas d'un harcèlement sur l'orientation ou le genre. Et ça a également une incidence sur le taux de suicide puisqu'ils sont 2 fois plus nombreux quand on est harcelé sur des questions d'orientation sexuelle ou de genre. On rappelle que les élèves victimes de harcèlement peuvent contacter gratuitement, bien entendu, et surtout anonymement, 2 numéros, le 3018 et le 3020, pour obtenir de l'aide. Ça vaut aussi pour les parents. On termine avec une proposition de loi pour revoir l'âge de la majorité numérique. Et oui, on connaît très bien, et on en a parlé il y a quelques jours, la majorité civile, qui permet entre autres de faire beaucoup de choses, dont accéder aux sites à caractère pornographique. Ça a été le débat qu'on a eu il y a quelques temps. On connaît également la notion de majorité sexuelle, par exemple, mais on connaît moins la notion de majorité numérique. Eh bien, c'est l'âge à partir duquel des jeunes peuvent créer des profils sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, cet âge, il est de 13 ans. Avant 13 ans, il est théoriquement impossible de créer un profil sur TikTok, Facebook, Instagram et autres. Et après 13 ans, il est possible de le faire. Un député, Laurent Marcangeli, député de la majorité Horizon, souhaite augmenter cet âge à 15 ans. L'objectif n'est pas de bannir les réseaux sociaux ni d'entrer en guerre contre eux, mais de les réguler afin de protéger les publics fragiles. Il faut dire qu'aujourd'hui, même si l'âge limite est de 13 ans, je le disais il y a quelques instants, il est extrêmement facile de mentir sur son âge quand on crée un profil et donc d'accéder à TikTok, Facebook et autres facilement. Ce que souhaite le député à travers son projet de loi, c'est renforcer les mesures de contrôle à l'inscription sur les réseaux sociaux. Et vous allez revenir d'ailleurs tout à l'heure, Guillaume Ouattara, pour parler de l'utilisation dangereuse des réseaux sociaux par les plus jeunes, notamment avec le Cicatrice Challenge. Je suis extrêmement curieuse de cette histoire. Merci beaucoup. C'était un point de tension énorme entre les syndicats de l'éducation et le ministère de l'Éducation nationale, les salaires des profs. Alors justement, vont-ils enfin être augmentés comme prévu et surtout comment, de quelle manière? Tout ça, on en parle. Nous sommes au lendemain d'une concertation avec le ministère. Donc on fait le point tout de suite avec Norman Gourrier. Norman Gourrier, l'invité spécial aujourd'hui du Grand GT d'éducation. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général du SNCL. On vous a reçu plusieurs fois, évidemment, dans le Grand JT. On est ravis de vous recevoir à nouveau pour parler justement d'augmentation de salaire. La concertation avec le syndicat a eu lieu hier avec le ministère de l'Éducation nationale. Le sujet principal, c'est cette fameuse augmentation dont on parle depuis plusieurs mois, à la fois ensemble, vous et moi, mais aussi avec tous les acteurs de l'éducation ici sur ce plateau. On se souvient
souvient du cafouillage il y a quelques semaines où Pape Ndiaye est revenu sur ce qu'il avait dit en disant que finalement tous les profs n'allaient pas être augmentés, que c'était promis par Emmanuel Macron avant, mais finalement pas. Sur les dates aussi, puisqu'on avait parlé de janvier 2023 et finalement c'était septembre 2023. Puis, il y a eu ces mots, les professeurs seront augmentés s'ils travaillent plus. Donc, gagner plus pour travailler plus, ça nous rappelle l'époque Sarkozy. Finalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc, de ce qui s'est passé de cette concertation hier, ce qu'il en ressort? Est-ce qu'il y a eu des avancées déjà, parce qu'il y a deux phases différentes, sur la rémunération des fameux socles? Oui, la réunion d'hier était consacrée au socle. Donc c'est sur ce sujet-là qu'on attendait les avancées du ministère. Il y a eu des avancées qui sont assez diverses d'ailleurs et la plupart d'entre elles sont difficiles encore pour le moment à évaluer puisqu'il y a des éléments qui restent en zone d'ombre dont le ministère n'a pas exactement chiffré l'ampleur. Mais on a quand même des éléments concrets qui avancent par rapport au premier projet dont nous avions déjà parlé ensemble de comment arriver à 10% soi-disant pour tous, où là c'est acté désormais le ministère pour arriver à ce chiffre inclut toutes les augmentations qui ont été faites dans le mandat précédent d'Emmanuel Macron, donc que ce soit la revalorisation du point d'indice, que ce soit la fin du protocole PPCR, la prime informatique, tout est compté. Donc on est plutôt sur la fin d'un parcours qui doit mener à 10%. D'accord. Et une proposition qui tourne aux alentours plutôt de 6% de réelle augmentation nouvelle. Ce qui a été ajouté par rapport aux hypothèses d'avant hier, c'est maintenant une revalorisation inconditionnelle de l'ISO. L'ISO, c'est une prime que touchent tous les enseignants pour le suivi et l'orientation des élèves. Ça, c'est une revendication que SNCL avait de très longue date. On est très attaché à la revalorisation de l'ISO, tout simplement parce que suivre les élèves et orienter les élèves aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans ou il y a 15 ans, c'est beaucoup plus de travail. Et donc, il est normal que cette indemnité soit augmentée. Nous étions pour le doublement de l'ISO. Finalement, c'est plutôt une augmentation aux alentours de 30% qui a été annoncée hier. Donc, c'est un premier pas dont on peut se satisfaire, mais pour nous, c'est insuffisant. Ce sera l'équivalent de 60 € bruts par mois pour chaque enseignant, soit entre 45 et 50 € net. Oui, donc ça ne fait pas grand-chose en fait. Enfin, on peut se le dire quand même. C'est une augmentation certes, mais c'est quand même pas énorme. Vous espériez beaucoup plus. Et oui, c'est quand même une augmentation faible, en sachant bien que pour les professeurs de 50 ans et plus, qui sont dans les grades de hors classe, ce sera la seule augmentation. Puisque l'autre partie de base, qui est la revalorisation de la prime d'attractivité, les fameux 6% en plus dont je vous parlais, s'arrêtera au-delà de l'échelon de la hors classe 3, qui est atteint par les professeurs qui sont en milieu fin de carrière, qui ont une cinquantaine d'années. Ce fameux socle dont on parle, c'est évidemment une augmentation qui ne demande aucune contrepartie de la part des enseignants. On va parler après du fameux travailler plus pour gagner plus. Exactement. Ça, c'est un socle. La seule partie qui mérite le réel nom d'augmentation puisqu'elle n'est pas liée à faire plus de travail. Sinon, ce serait juste un salaire dû. Exactement. Donc cette augmentation, elle concerne tous les enseignants, c'est-à-dire public, privé compris, primaire, collège, lycée, tout le monde? Oui, à différents niveaux. Donc les enseignants du public, du privé sous contrat, titulaires de leur poste. Évidemment, comme je vous l'ai dit, à condition qu'il n'ait pas dépassé la hors-classe échelon 3, puisque là, il n'y a pas d'autre augmentation à part l'ISO. Et pour les professeurs contractuels, donc qui travaillent en CDD, il y a une promesse gouvernementale d'augmenter leur contrat de 145 € net par mois. Donc c'est à part du système, ils ont un système différent puisqu'évidemment ils sont payés au contrat. Donc ça veut dire une augmentation des grilles indiciaires des contractuels, ce qui est bien puisque c'est une somme forfaitaire qui va donc profiter aussi aux très petits salaires. Il y a des très petits salaires en CDD chez les contractuels. Donc c'est un pas qu'on ne peut pas, là cette fois-ci, considérer comme mineur. C'est un engagement intéressant. Mais ce n'est qu'une promesse à l'heure actuelle. Et est-ce que ça va motiver davantage les enseignants justement à la fois dans leur travail au quotidien, mais aussi pour ceux qui veulent devenir contractuels et pouvoir travailler peut-être plus? On a vu en fait au départ, on avait parlé de 3000 contractuels engagés. Finalement, maintenant, on est sur 4005. Puis j'ai vu le chiffre de 7000 arriver. Oui. Je ne sais même pas si les chiffres sont bons. Oui. Mais réellement, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la rentrée 2023, septembre 2023, donc, il y ait une augmentation encore plus importante du nombre de contractuels? Oui, on l'avait analysé ensemble lors de nos différents entretiens. On a vu le problème arriver. 2023 va être un grand problème de recrutement pour le ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'il a épuisé tous les systèmes de bidouillage, pardonnez-moi l'expression, mais tout ce qu'il pouvait obtenir à droite et à gauche pour cacher le problème de recrutement a été épuisé par le gouvernement Blanquer et l'année dernière. On a augmenté le temps de travail des stagiaires, on a augmenté le nombre d'heures supplémentaires obligatoires. Là, on ne peut plus inventer, il faut recruter des enseignants. Mais on a une baisse d'étudiants au niveau des concours. Donc il va falloir des contractuels. Et je pense que cette relative générosité de 145 € net mensuels supplémentaires pour les contractuels
peut attirer des collègues un peu davantage pour le vivier contractuel. Oui, parce qu'en fait, on manque d'enseignants et de dire, alors certes, c'est une augmentation, on sait, ça va coûter forcément à l'État, mais enfin bon, 50 ou 60 euros par mois en plus, est-ce que ça va suffisamment motiver tous ces enseignants qui sont déjà las, qui ont envie de quitter le métier et d'aller peut-être dans le privé et faire autre chose, de rester finalement dans l'éducation nationale? Et non, c'est ça qui est terrible, c'est que cette annonce, l'ensemble de ces annonces, ne va pas pour retrouver la confiance des enseignants qui sont déjà en poste, titulaires, engagés en milieu de carrière, puisque eux, on leur donne soit très peu, soit rien du tout. Donc c'est plutôt même une incitation à partir. Et vous voyez bien que ce qui va se passer l'année prochaine avec ces contractuels, c'est un peu une sorte de grand remplacement des professeurs qui ont un diplôme, qui sont experts dans leur discipline, par des gens engagés en CDD, sans diplôme ou avec des diplômes de niveau Bac+2 à leur place. Oui, donc c'est très important ce que vous dites, parce que peut-être qu'on va retrouver effectivement des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs assez motivés qui donc entrent dans le métier, donc avec une certaine motivation, avec encore les yeux illuminés et cette envie de transmettre, mais comme le l'ont aussi tous les enseignants que l'on connaît, mais effectivement avec moins de diplômes et peut-être moins aussi de formation sur la pédagogie, sur l'enseignement. Oui. Plus de versatilité parce que les collègues qui sont engagés contractuellement en CDD peuvent aussi faire faux bond ou se retourner vers une autre carrière. À un moment donné, ils sont un peu plus libres que les fonctionnaires. Donc ce ne sont pas forcément des situations pérennes que de les recruter. Ce sont des collègues qui effectivement n'ont pas les mêmes parcours de diplôme, donc n'ont pas la même maîtrise des enseignements. Bon, parfois ils ont des parcours divers qui sont très appréciables, mais à ce niveau-là, ça peut être difficile aussi. Donc c'est sûr qu'il y a une perte du qualitatif qu'on est en train de faire. Et le ministère qui communique beaucoup sur le fait qu'il donne de l'argent ou qu'il concède des augmentations, il faut bien voir que dans le processus de remplacement, il fait des économies aussi par ailleurs, puisqu'un professeur diplômé coûte plus cher en charges professionnelles, en cotisation retraite, qu'un professeur engagé en CDD, ou un agent contractuel. Donc cet argent qu'il donne, c'est de l'argent qu'il a récupéré d'une autre main. Et là aussi, il y a un tour de passe-passe qui ne peut pas duper les enseignants. Ce qui est dommage, c'est que le ministère continue d'essayer de berner l'ensemble de la classe des professeurs, comme s'il oubliait un peu qu'il s'adresse à des gens qui ont tous Bac+5. Alors les diplômes ne sont pas garantis d'un bon sens, mais ils sont au moins à minima garantis d'une certaine intelligence. Et les enseignants voient très clair dans ces jeux de passe-passe. J'ai appelé ça une concertation hier, parce que c'est le mot qui est ressorti partout. Concertation avec les syndicats. Est-ce que c'était réellement une concertation? C'était une discussion ou c'était un point barre? Ce sera comme ça et puis bon, peu importe ce que vous en pensez. Ça a été plutôt une annonce d'avancée qui ont tenu compte d'éléments qui ont été annoncés précédemment. On ne négocie pas vraiment autour de cette table comme on pourrait l'imaginer hier, mais on a vu hier sortir le fruit d'un travail de réflexion plus long par rapport à ce qu'on avait semé auparavant. Nous, par exemple, au SNCL, on avait été reçus au ministère au mois de septembre. On leur avait déjà parlé de l'augmentation de l'ISO. On leur avait expliqué que c'était un levier pour agir qui était intéressant. Ils n'avaient pas l'air d'avoir vraiment retenu l'idée, et dans le premier projet, ça n'était pas retenu. Le projet n'a pas fait du tout l'unanimité, loin s'en faut. Et là, on a vu notre idée revenir sur la deuxième mouture. Donc on voit qu'il y a eu un peu une maturation du côté du ministère qui concède des choses de bon sens qu'on avait proposées il y a 3 ou 4 mois. Oui, mais enfin, on a quand même l'impression, en tout cas de ce que vous me dites, d'une annonce politique politicienne. C'est-à-dire, on calme les esprits, on dit à tout le monde, ne vous inquiétez pas, vous êtes augmenté. Pour tout le monde, on l'a redit effectivement avec Guillaume Ouattara qui faisait les informations de l'actualité en bref à l'instant. C'est vrai qu'on a ce sentiment de, bon, vous aurez vos 50 euros par mois et maintenant c'est bon, je te file ton Mars, pardon, je veux dire Kinder aussi et puis barre de Nutella, Bounty. Voilà, et puis tu te tais. Non ? Oui, c'est vrai qu'il y a un contexte très important pour le ministère en ce moment aussi et pour l'ensemble du gouvernement, c'est la réforme des retraites. Donc on est sur des annonces qui sont forcément liées au contexte médiatique. Aujourd'hui avait lieu de nombreuses manifestations, la concertation a eu lieu hier. La dernière étape des concertations pour le socle sera le 6 mars, la veille du lancement de la grève générale du 7. Donc il est inimaginable, en tout cas moi à titre personnel, je suis convaincu que le ministère a même encore gardé quelques annonces sous le coude, qu'il annoncera le 6 mars, dernier jour des concertations, en espérant vider la rue et convaincre quelques enseignants de rester chez eux pour ne pas aller gonfler les troupes des personnes qui manifestent contre la réforme des retraites. Parce qu'il sait que cette réforme, elle va se jouer sur la bataille de l'opinion publique, et s'il la perd et que la réforme des retraites ne passe pas, ça lui coûtera beaucoup plus cher que 60 euros par enseignant. Si évidemment, et le 7 mars, tous les enseignants seront revenus de vacances. Oui, c'est un timing qui a été bien posé par les syndicats. Hein. C'est sûr que ça met nous autres syndicats de
l'Éducation nationale très en position de force par rapport au ministère et on ne doute pas qu'on va encore réussir à le faire avancer sur un certain nombre de points. Alors on parle aussi évidemment des professeurs qui débutent à l'Éducation nationale, donc on ne parle pas des contractuels, on parle de ceux qui néo-titulaires, comme on dit. Les néo-titulaires, effectivement, pour qui la promesse avait été faite des 2 000 € par mois. Qu'en est-il ? Pas tout à fait tenu, puisque ça ne s'appliquera pas aux professeurs stagiaires. Donc ça veut dire que les professeurs, lorsqu'ils commencent la première année, ont le statut de stagiaire. Eux ne seront pas à 2 000 €. Ils seront à combien ? Ils seront donc encore dans le contexte aux 1 750 € net. D'accord. Et sur la première année, à la fin de la première année de titulaire seulement, ils atteindront l'échelon 2 qui lui sera à 2 039 € net. Donc la promesse sera tenue avec 2 ans de retard, si vous voulez. Bien sûr, c'est quand même une très grande avancée, puisqu'il y a encore 3 ans, nous étions à 1 450 € net de premier salaire d'enseignant. Donc, il faut quand même concéder qu'il y a un véritable effort qui est fait, mais si on est strict, la promesse n'est pas exactement tenue. Alors parlons du fameux travailler plus pour gagner plus, qui est revenu dans la tête de tout le monde, dans l'esprit de tout le monde. Donc pour bien qu'on comprenne, 10% de salaire, enfin en fait c'est 6%, puisque c'est 10% sur donc maintenant 6 ans, c'est ça ? Oui. Sur le ministère de Blanquer. Et voilà, exactement. Donc 10% de salaire, plus moyennant les 72 heures de travail en plus éventuellement. C'est toujours d'actualité, ça ? Alors oui, sauf que nous sommes passés à une indemnité et non pas du salaire. Ça fait une très grande différence parce que ça veut dire que les enseignants ne cotisent pas sur ce montant d'indemnité, donc ça n'aura pas d'impact par exemple sur leur retraite. Et oui, forcément. Voilà. Donc là, il y a aussi un préjudice très loin à long terme, je le concède, mais qui est important, ce n'est qu'une prime. Donc ça, c'est déjà une première déception. La seconde, c'est que c'est un montant forfaitaire. Imposable, pardon, la prime ? Oui, bien sûr, déclaré comme imposable, donc on paye les impôts dessus. Et le montant qui a été annoncé est un montant brut, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelques cotisations, même si c'est une prime qui seront prises sur ce montant. Ensuite, c'est un montant forfaitaire. Donc c'est le même pour tout le monde. Or, actuellement, dans l'éducation nationale, quand on fait des heures supplémentaires, elles sont payées diversement en fonction de votre ancienneté. Résulte de cela que pour un jeune collègue titulaire qui a des heures supplémentaires qui ne sont pas payées si cher, ça peut être intéressant. On a fait les calculs, nous, ce matin, c'est l'équivalent de 90 heures supplémentaires. Or, le ministère annonce en demander 72. Donc, il y a une petite prime, si vous voulez. On est payé un peu plus cher que pour faire des heures supplémentaires classiques pour un jeune titulaire. Mais pour un professeur qui est agrégé, ou professeur de lycée, ou qui est déjà hors classe, pour lui, c'est moins intéressant que de faire actuellement les heures supplémentaires, car la somme promise équivaut à 64 heures sup. Or, le ministère en demande 72. Donc tous ces collègues qui sont en fin de carrière, en vérité, la somme, c'est très rare, mais dans l'éducation nationale, nous sommes un des rares ministères où on paye les heures supplémentaires moins cher que les heures standards. Et là, on retrouve ce calcul. Et donc pour les collègues de 50 ans et plus, il n'y a aucun intérêt à accepter ce pacte, parce qu'ils vont faire plus d'heures pour moins d'argent qu'ils n'en feraient en acceptant tout simplement une classe de plus ou des heures sup hebdomadaires classiques. C'est une façon de dire aux plus âgés, écoutez, faites-en moins, restez chez vous, c'est pas plus mal ? Oui, sans doute. C'est aussi une manière de favoriser les jeunes titulaires, donc parce que ça leur donne accès donc, à un petit peu plus d'argent. Mais là encore, le calcul est un petit peu biaisé parce qu'on sait bien que les néo-titulaires ont beaucoup de travail à fournir les premières années quand on n'a quand on n'a pas d'expérience de classe, on n'a pas construit ses cours, on n'a pas construit ses programmes au lycée, au collège, même en professeur des écoles, les premières années sont très très difficiles. Donc c'est rare pour ces collègues de pouvoir espérer accéder à en plus 72 heures supplémentaires parce qu'on n'a pas le temps, on est débordé tout simplement. Et les collègues qui sont un peu plus assis dans leurs responsabilités, qui sont expérimentés, qui peuvent parfois prendre un peu plus d'heures sup, pour eux ça ne sera pas intéressant. Donc là, pour l'instant, on est sur quelque chose qui reste quand même très très fragile. Il faudra voir la nature exacte du pacte. Est-ce que c'est réellement 72 heures demandées? Parce qu'il peut très bien aussi y avoir du travail caché. Si c'est 72 heures présentielles devant élèves, mais que derrière il faut plusieurs heures de préparation, de contenu, de cours, de réunions, ça se multiplie à 140 ou 150 heures, là c'est vraiment l'arnaque en fait. On ne donne même pas le salaire qui est dû aux gens pour ce travail. Alors voyons le verre à moitié plein. Dans les 72 heures, ça veut donc dire 2 heures de plus par semaine à peu près, c'est ça? Oui, si on compte une année scolaire étalée sur 36 semaines, c'est ça. Voilà, donc 2 heures de plus par semaine, ça permettra donc de remplacer les profs absents, ce qui est souvent le cas. Oui. Notamment dans le public, évidemment. Voilà. Alors pareil, dans une mesure encore à déterminer, parce que si ce sont des professeurs absents de longue durée, ça peut s'organiser. Si c'est une absence ponctuelle d'une journée non prévue. Voilà, c'est ça. Alors, si les absences de moins de 15 jours, qu'est-ce qu'il en est?
Alors, à mon avis, on va occuper un créneau un peu délicat pour les rectorats à gérer, qui est le créneau d'absence d'une semaine ou deux. Quand vous avez un congé maladie qui dure un peu, souvent une semaine ou deux, c'est trop court pour nommer un contractuel en CDD, mais c'est aussi trop long pour demander à un collègue sur place de remplacer au pied levé. Mais Normand Gourier, c'est pas la réalité, de l'éducation nationale aujourd'hui. Enfin, moi, c'est ce que j'entends partout, dans le public beaucoup, dans le privé aussi, mais dans le public beaucoup, c'est qu'en fait, les profs sont pas là pendant une semaine, 10 jours ou 2 semaines, juste le temps. Oui, c'est ça. Et il y a des millions d'heures d'enseignement qui sont perdues tous les ans à cause de cela, parce que soit cette absence qui est liée à accompagnement, classiquement, accompagnement voyage scolaire, c'est 6 jours, 8 jours, 10 jours, stage, longue durée, pareil, 4 jours, passage de concours, un professeur qui passe un concours va être absent pendant 4-5 jours. Souvent, ces absences-là ne sont pas remplacées. Et donc, on perd des millions d'heures. Que le ministère, pour lui, c'est tout bénéfice, puisque c'est une économie. Il ne paye personne devant les élèves pendant ce temps-là, donc il est tout à fait satisfait. Pour ça, notre ministère, comme je vous l'avais déjà expliqué, a un dispositif qui existe. C'est le dispositif TZR, titulaire sur zone de remplacement. Ou dans le premier degré, les brigades de remplacement. Ce sont des collègues qui sont nommés à l'année dans une réserve de professeurs qui n'ont pas de poste fixe, mais qui sont là pour immédiatement être disponibles pour remplacer les collègues absents. Or, à l'heure actuelle, ces viviers sont vides. Ben oui. Ils sont suppression massive lors de tous les postes ont été fermés. Tous les postes ont été fermés et on affecte ces gens dès la rentrée sur des postes à l'année. Et quand vient le moment d'une absence de moyenne durée, il n'y a plus personne pour affecter. Donc, quand on parle de concertation, parce que c'est le terme employé, quand on parle de concertation, ça veut dire donc dialogue. Est-ce que vous êtes revenu aussi sur ce sujet-là en disant à un moment, est-ce qu'on ne devrait pas les faire revenir, justement, revenir sur cette suppression? Malheureusement, on est inaudible sur cette question au niveau du ministère. Pourquoi ? Que pour des raisons comptables, le fait d'être un titulaire sur zone de remplacement, ça entraîne un coût, puisque le collègue doit être disponible au pied levé. Parfois, il peut être nommé jusqu'à 45 ou 50 km de son lieu d'affectation normal, donc il faut lui payer les frais d'essence. Il y a un certain nombre d'indemnités qui sont dues, et ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher, et évidemment bien plus cher que personne. Et donc le ministère s'est un peu enferré dans une situation de rejeter la faute sur les professeurs, mais en vérité de tirer profit de cette situation pour ne pas gonfler le coût du remplacement en France, en profitant du fait que les enseignants ont une mauvaise presse en étant soi-disant dits toujours absents ou très souvent absents, alors qu'on sait statistiquement que ce sont les fonctionnaires les plus présents. C'est simplement que leurs absences se remarquent, parce que quand un professeur est absent, il peut y avoir 90, 120 élèves, 240 familles qui sont impactées par son absence, même si elle ne dure que 2 ou 3 jours. Qu'on a un effet d'impression d'absentéisme chez les enseignants, alors que c'est le contraire. Ce sont les cadres les plus présents de notre fonction publique. Mais grâce à ça, le ministère rejette la faute sur les enseignants, les familles accablent les enseignants, au lieu d'accabler le ministère qui leur devrait un service de remplacement de qualité. Je pense qu'ils prennent conscience quand même. On progresse beaucoup. Les Français prennent conscience de la situation par rapport effectivement aux professeurs. Et notamment les fédérations de parents d'élèves aussi ont commencé à comprendre où le verre était dans le fruit et commencent à communiquer beaucoup plus là-dessus. Dernière question pour les professeurs des écoles. Il est possible de faire du soutien au collège. Alors ça aussi, c'était une vraie question, parce que quand on est professeur des écoles, est-ce qu'on a la capacité de pouvoir déjà faire un vrai soutien au collège? Et surtout, les profs des écoles sont les moins bien payés, à mon sens. Oui, alors ça, c'est encore un grand stratagème du ministère, puisqu'on a beaucoup communiqué là-dessus, en annonçant un renforcement du français, des mathématiques, les mauvais niveaux de France. Tout le monde était d'accord, c'est parfait, c'est merveilleux. Mais il n'a pas expliqué où il allait prendre les heures, parce que vous savez que les heures pour les élèves de 6e sont limitées par décret. On ne peut pas imposer plus de 26 heures de cours à un enfant de 10 ans, et donc il y a une heure à trouver quelque part. Et le ministère n'a jamais annoncé où il allait récupérer cette heure dans l'emploi du temps des élèves de 6e. Ce sont les collègues qui l'ont découvert dans leur enveloppe de moyens pour l'année suivante. Il y a quelques semaines, ils ont découvert que la technologie serait supprimée en 6e pour remplacer le renforcement maths et français. Tous les professeurs de technologie de France ont perdu 6 heures, 8 heures dans l'emploi du temps, vont se retrouver sur des postes partagés, vont voir leur poste fermé sans que personne ne les prévienne, sans que les syndicats ne soient consultés. Pour nous, c'est une première dans la Ve République. On n'a jamais vu une suppression et un changement d'enseignement être annoncé à brûle-pourpoint dans une enveloppe, et même pas annoncé, déduit des calculs qui étaient présentés dans les établissements. Vous imaginez. Donc nous, on a saisi le Conseil d'État, puisque les élèves en France ont un droit, c'est le droit à un enseignement, à des enseignements qui sont fixés par décret. Là, le ministère ne tient même pas respect de ses propres décrets. Et il n'a toujours pas publié le nouveau décret modifiable. Donc il est hors la loi, et nous l'attaquons pour cela au Conseil d'État. Quel est l'intérêt du ministère de faire ça? Parce qu'on se dit, pourquoi faire
faire quelque chose C'est d'aussi surtout horrible. pourquoi avoir mis la technologie en 6e, donc quand même sur une matière importante, au même titre que les maths et le français, pour pouvoir la retirer ensuite. Bien sûr. Son intérêt, c'est de libérer les professeurs de technologie pour leur faire faire des mathématiques ou d'autres disciplines sur d'autres établissements et pallier la difficulté que nous avons à l'heure actuelle à recruter les professeurs de maths et faire que les l'heure supplémentaire de français et de maths soient faites par des professeurs du premier degré qui vont le faire en heures supplémentaires eux aussi. Et vous voyez bien qu'on revient au même problème, le manque de recrutement. Comme le ministère continue d'essayer de cacher ce problème de recrutement, il en vient à inventer des situations aussi ubuesques que celle-là. Effectivement, très ubuesque sur l'histoire de la technologie. On fera une émission spéciale là-dessus, bien entendu. Dernière question, parce qu'il n'y a plus de temps, mais enfin quand même, je suis obligée d'en parler. Oui. Se former pendant les congés, c'est énorme quand même. Oui, alors on peut quand même, si je me fais l'avocat du diable, expliquer que les professeurs ne sont pas en congé quand on le pense sur les congés par exemple de Pâques ou de février comme les élèves, ils sont en vacances de classe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'élèves présents puisque les élèves eux sont en vacances et les professeurs sont en vacances de classe, donc ils sont censés consacrer ce temps à préparer leurs cours. Mais c'est vrai qu'avec l'habitude à travailler, à organiser leur temps comme ils le souhaitent puisque ce sont des cadres de la fonction publique et donc ils disposent d'une liberté sur leur temps, mais c'est une vacance de classe. Donc quelque part, légalement ou juridiquement plus précisément, le ministère est en droit d'exiger des missions aux enseignants, même sur des périodes de congé. Bien sûr, ce n'est pas la manière la plus diplomatique de regagner la confiance des enseignants de le faire. D'autant plus que l'argument de départ, c'est de dire on vous paye peu parce que justement, vous avez beaucoup de congés. Donc en fait, c'est approximativement la queue. En fait. Exactement, puisqu'au départ, c'était la raison. Très rapidement quand même, parce qu'il faut essayer d'être impartial, il y a eu des petits progrès dans les annonces du ministère dont on n'a pas parlé. Donc les contractuels, c'est 145 € net de plus, mais c'est aussi une meilleure prise en compte de leur parcours antérieur pour leur reclassement. Quand ils entrent dans la fonction publique, s'ils réussissent un concours et qu'ils deviennent titulaires, on va mieux considérer leur parcours pour décider à quel salaire ils démarrent. Et ça a l'air de rien, mais c'est quand même très important puisqu'on a des gens qui ont fait 15 ans dans le privé, beaucoup d'expériences différentes, ou dans le public, mais dans des missions diverses, et ils avaient des taux très bas de démarrage de carrière, et même à 40 ans, 50 ans, quand on veut commencer une seconde carrière dans l'éducation nationale, on partait tout en bas de l'échelle. Grâce à ça, on va pouvoir un peu améliorer les choses, donc il faut quand même le mettre au crédit du ministère. Bien sûr, évidemment. Merci beaucoup pour toutes ces précisions follement intéressantes. Merci Norman Gourier d'avoir été avec nous. Je vous en prie, et j'espère que le 6 mars, on aura encore plus de choses à évoquer ensemble, et si possible positives. Avec joie, vous êtes toujours invité ici quand vous le souhaitez, évidemment, pour pouvoir débattre et nous enrichir de ces informations et puis faire avancer, donc du coup, on espère l'école. Secrétaire général du SNCL, le syndicat national des collèges et des lycées. Merci Norman Gourier. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parlent nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le Grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. Guillaume, j'ai l'impression que vous m'en parlez tout le temps en fait. C'est vous qui êtes fan de TikTok, avouez. Oui, je passe beaucoup trop de temps sur TikTok, c'est vrai. Mais chaque semaine amène, il faut le dire, son lot de bêtises sur ce réseau social. Alors,
On va pas blâmer, et je veux pas faire ici le réac. TikTok, c'est formidable, on peut voir des danses, il y a des cours de cuisine, mais il y a aussi un certain nombre de bêtises, voire de débilités. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on a l'extrait encore, il y avait des conspirationnistes qui nous expliquaient, preuve à l'appui, que eh bien, la Terre était plate. Regardez plutôt, quand on regarde l'horizon, on se rend compte eh bien, que l'horizon est tout plat. Voilà, c'est sur TikTok, ça circule avec une musique très angoissante, et ça semble vouloir prouver, regardez, le bateau, il devrait tomber, c'est exceptionnel, voilà, la Terre est plate. Ça, c'est ce qu'on peut trouver sur TikTok et ce qu'on pouvait trouver encore il y a quelques semaines et qu'on trouve encore aujourd'hui. Il y a un an, c'était pire que ça. C'était un challenge, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était le challenge des écouteurs. On prenait, alors je ne veux pas non plus faire le tuto, mais en gros, on vérifiait qu'on avait une bonne taille si notre taille, elle rentrait dans des écouteurs filaires, dans le fil d'écouteurs. Et donc, eh ben, si on rentrait bien, c'était trop bien. Et si on rentrait pas, oh là là, c'est qu'on avait des problèmes, ce qui est complètement faux. Mais TikTok est un vecteur... Je suis atterrée. Oui, franchement, pardon, je ne veux pas faire la réac vieille, etc., mais je suis un peu atterrée, honnêtement. Eh ben, gardez votre atterrement un petit peu, puisque votre calme, puisque les jeunes, ils sont allés encore plus loin dans ce qu'il faut bien le dire, relève de la bêtise avec ce cicatrice challenge. Vous avez des photos ? Oui, malheureusement, elle circule dans les médias depuis quelques jours. Regardez un petit peu ce cicatrice challenge. Des visages balafrés, marqués de grandes cicatrices rouges partout. Voilà, c'est sur les joues. Et le premier, il avait une gueule d'ange, tout blond, et puis il a des cicatrices. Là aussi, on le voit, ces grandes marques rouges. Mais attendez, c'est du maquillage, c'est quoi ? Non, c'est pas du maquillage, justement. C'est bien ça le problème. C'est ni du maquillage, ni une bagarre. Tout simplement, ces jeunes ont fait ce qu'on appelle le challenge cicatrice. Je vais pas le faire en temps réel parce que ça marque très facilement, mais je vous ai trouvé une vidéo tuto qu'on va regarder en même temps qu'on va la commenter, une vidéo qui vous montre un petit peu comment faire ça. Donc les jeunes prennent, c'est une jeune fille, ils prennent un bout de joue, ils tirent leur peau avec les doigts et ça va tout simplement venir créer cette balafre sur le visage. Quand on faisait un suçon en fait, quand on était beaucoup plus jeune. Pardon, c'est pas la même chose. Hein. Voilà, sauf que les suçons c'est à la fois de l'amour et c'est dans le cou et ça se cache. Là on est en train de se balafrer le visage et soi-même. Parce que dans le suçon il y a un peu quelque chose d'érotique, on le partage. Là on est tout seul chez soi en train de se filmer pour avoir des balafres sur le visage et vous l'avez vu dans les premières photos, là il y en a qui font qu'une seule balafre mais certains se retrouvent avec le visage complètement balafré. Une jeune fille, Selma, collégienne, a été interviewée par Le Parisien et elle explique: j'ai fait ça la semaine dernière. Au début, ça fait un peu mal et ça gonfle. Ensuite, la douleur passe. Heureusement, j'ai quand même gardé la marque pendant 4 jours. J'ai dit à mes parents que je m'étais cogné, sinon je me serais fait crier dessus. Voilà pour ce que dit Mais elle était Selma. fière ? Bah écoutez, si elle témoigne dans Le Parisien et qu'elle dit c'est rigolo, ça faisait mal au début, je pense qu'il y avait une certaine forme de fierté. Donc clairement c'est idiot, mais est-ce que c'est dangereux en plus ? Eh bien, se scarifier la peau, parce que disons les choses telles qu'elles sont, c'est de la scarification, c'est quelque chose qui n'est jamais anodin. Dangereux d'abord, oui, car on est en train de s'infliger une souffrance physique, volontairement. Et il y a, sur le plan psychologique, quelque chose à se demander. Et il y a aussi des séquelles esthétiques. Et ça, il y a une dermatologue qui a été interrogée par Le Parisien et qui explique, à vouloir, c'est le docteur Marie Jourdan, à vouloir se marquer la joue de manière transitoire, le danger pour ces jeunes est de se faire ce qu'on appelle un angiome stellaire qui persiste et donc de garder des séquelles esthétiques. Parce qu'en fait, il coupe, il casse des vaisseaux sanguins et ça peut créer un angiome qui reste. Et la dermatologue, et ça va faire mal aux parents et aux enfants quand ils seront plus jeunes, de préciser que si on veut pouvoir enlever ces balafres, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, sur la joue, il va falloir des séances de laser qui coûtent entre 100 et 200 euros la séance. Ah oui, d'accord, donc c'est quand même un coût. Mais attendez, juste, est-ce qu'il y a une dénonciation, par exemple, des coups faits aux enfants, faits aux êtres humains ? Est-ce que c'est un message passé ou c'est juste l'idée de se balafrer, point ? Ah non, bah, s'il y avait un message, ça serait à la limite avec du fond de teint. Non, l'idée, c'est vraiment d'avoir une tête de cow-boy, de pirate, et surtout, voilà, de montrer qu'on est un peu marqué par la vie. Mais non, il y a c'est pas un challenge qui a pour but de faire quoi que ce soit. C'est juste le but, c'est de se montrer et de montrer qu'on est plus bête que l'autre. D'accord. Vous avez d'ailleurs eu une mésaventure à ce sujet, Guillaume. Racontez-moi. Oui, parce que je fais le grand, je fais le daron, on peut le dire, qui critique. Mais il m'est moi-même arrivé quelque chose d'assez similaire quand j'étais plus jeune. On est à l'époque en 2008 au collège Charles Péguy de Palaiseau, pour pas le nommer, dans la cour de récréation, on m'appelle. Et on me dit: Guillaume, viens voir, il y a un jeu trop cool que tu devrais tenter. Et alors le jeu consiste à l'époque à donner sa main, à ne pas regarder ce qui se passe sur sa main, et en fait à réciter des tables de multiplication pendant qu'une personne semble frotter sur la main. Et quand on veut regarder, hop, on nous dit, on nous fait
dessine, voilà, c'est rigolo, ça brûle un petit peu, vous savez, etc. Sauf qu'après 5 minutes à galérer sur ces tables de multiplication, le petit jeune que j'étais à l'époque regarde sa main et, aux surprises, une balafre, un peu similaire à celle qu'on voit. C'était il y a 15 ans, et alors on le verra pas à la caméra, mais vous pouvez le voir, il me reste une petite marque de cette balafre de l'époque qui m'avait été infligée, je sais plus par qui. Il n'y avait rien de méchant, c'était drôle, ça faisait une cicatrice, mais 15 ans après, la cicatrice reste sur la main. Alors si ça avait eu lieu sur le visage, je n'ose même pas imaginer à quoi je ressemblerais. C'est le principe de torture, tout simplement, en fait. C'est complètement fou. Alors, en plus, ce qui a changé avec votre époque, si je peux me permettre, c'est il y a 15 ans, 2008, c'est qu'en fait, c'est la propagation, justement, par les réseaux sociaux. C'est le côté TikTok. C'est ça. Il y a 15 ans, quand j'étais au collège, bon, à la limite, une idiotie, rester cantonné à ma cour de récré ou aller limite aux différents collèges du secteur. Mais on avait à l'époque très peu de moyens de viraliser nos bêtises. Désormais, ces idioties se propagent dans le monde entier. On a même, nous, petits collégiens français, réussi à contaminer nos amis d'Italie. Alors, je ne sais pas si vous parlez un petit peu italien, mais j'ai déniché une vidéo. Non, je ne connais rien. Ben voilà. Il y a une vidéo justement d'une petite italienne qui explique Francia, c'est magique. Allora la cosa è semplice, però poi vi ritrovate con una merda così, dovete prendere le dita, fare così, non lo faccio e schiacciare forte, poi vi viene Miss Italia. Voilà, la French Touch, le savoir-faire français qui s'exporte à l'international. Mais alors, bon, déjà, ce challenge, il commence à faire la une des médias et donc les parents commencent à s'en inquiéter un petit peu. Et puis, je vous ai déniché quand même ce qu'on appelle dans le milieu TikTok une story time, un instant d'histoire d'un jeune qui a fait ce challenge et dont une enseignante s'est un petit peu inquiétée de l'état à la maison. Regardez plutôt ce qu'il raconte. Je lui dis, madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, Malik, tu te fais battre à la maison? Malik, je vais prendre un rendez-vous chez le psychologue. Elle n'a même pas cherché à comprendre. Hein. Elle m'a dit, Malik, je vais te prendre un rendez-vous chez le psychologue. Oui. Moi, j'ai agi comme un con, j'ai fait ça comme un con, mais je regrette. Voilà, je regrette. Arrêtez, je vous jure, arrêtez. Là, maintenant, elle m'a signé que je me fais victimiser. Tous les soirs. Parce que ça, là, si c'est une personne qui me fait ça tous les soirs, c'est grave. Elle a raison de se demander ça. Mais quand même, oui. Non. Mais heureusement qu'il y en a certains qui sont atterrés. Enfin, je trouve ça fou quand même d'arriver à ce niveau-là. Donc affligeant, c'est clair. Pour autant, effectivement, les jeux dangereux ne sont pas une pratique nouvelle. Et on le sait, Guillaume, la preuve, vous l'avez vécu il y a 15 ans. Oui, ça commence à remonter. Peut-être qu'un jour, l'ami Loïc Landreau, qu'on salue au passage, et à qui on souhaite un bon rétablissement, mais peut-être que l'ami Loïc Landreau s'en saisira pour raconter l'histoire des jeux dangereux depuis quelques décennies. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que depuis 2002, le ministère il a mis en place des actions de surveillance et de prévention contre ces jeux dangereux. Il y a une cellule avec des actions dans l'école, puisque ces jeux, ils existent depuis quelques temps, je reviendrai. Et il y a même un sociologue qui a un peu analyser ce qui se passe. Pourquoi les jeunes s'adonnent depuis des décennies à ces jeux dangereux? Et il explique, dans les sociétés traditionnelles, on faisait passer des rites ou des épreuves aux jeunes pour les faire devenir adultes. Moins les sociétés occidentales ont de rites de passage, plus les jeunes s'inventent des épreuves afin d'interpeller le regard. En fait, il nous manque ce qu'on avait avant, des trucs un peu tribaux, des grands combats d'épée qui permettaient de marquer l'âge adulte. Là, eh bien, on préfère se filmer en train de se scarifier. C'est Jocelyn Lahans, socio-anthropologue, qui a étudié ces pratiques numériques des jeunes. Par le passé, il y a eu le jeu du foulard, qui a un peu disparu heureusement, le jeu de la balle. Terrible. Qui était terrible. Il y a eu ensuite le jeu de la baleine bleue, le Momo Challenge. Ces deux jeux-là, baleine bleue et Momo Challenge, ils ont une spécificité, c'est que ce sont des défis qui se passent en ligne. On commence par regarder des vidéos qui nous disent « Ah bah tiens, commence par faire ça, commence par faire ça ». C'est très anodin au début. Et petit à petit, les jeunes se retrouvent enfermés dans un cycle avec des défis de plus en plus dangereux jusqu'à des défis qui peuvent menacer leur mort. J'avais déjà eu l'occasion... Leur vie, et qui en peuvent engendrer la mort surtout. J'avais déjà eu l'occasion d'échanger avec la maman d'une jeune fille qui était décédée d'un de ces jeux, le Momo Challenge, et qui voulait un petit peu sensibiliser. Ce qu'elle avait expliqué, c'est qu'elle avait petit à petit trouvé que sa fille se retrouvait un petit peu embrigadée par ces vidéos. Elle se retrouvait comme ça à n'avoir sur ses feeds d'Instagram, TikTok, que des vidéos là-dessus. Où en es-tu ton challenge? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, Dominique Cardon, un sociologue du numérique, il a analysé ce phénomène qui est en fait le phénomène au cœur des réseaux sociaux. Il appelle ça l'insularité cognitive. C'est le fait d'être enfermé sur une île où on ne voit tout le temps
que les mêmes types de contenus, que les mêmes informations. Un jeune commence à regarder une vidéo sur le challenge, les algorithmes l'enferment et il ne voit plus que des vidéos de ce challenge et il ne pense plus qu'à ce challenge. Un peu comme ce qui se passe avec le cicatrice challenge. Pourquoi les jeunes s'adonnent à ça? Puisque les algorithmes des réseaux sociaux, de TikTok, donnent des caisses de résonance. C'est aussi le terme de bulle filtrante et c'est ce qui est au cœur des réseaux sociaux. Alors, à part l'idée de supprimer complètement les réseaux sociaux, quelle est la clé, Guillaume, pour pouvoir enrayer ce problème? Bon, on ne changera pas les ados, il y aura toujours des jeux débiles qui vont arriver. Ce qu'il y a, en tout cas, et ce que les études montrent, c'est le dialogue. Un foyer sain où les parents posent des questions, discutent, nouent le dialogue avec les jeunes et sans jugement, c'est ce qui permet tout le temps d'éviter d'être embrigadé dans ce genre de situation. Parce qu'il est vrai que derrière ces cicatrices et ces scarifications sur TikTok qui sont faites par des jeunes, on peut lire finalement en filigrane une forme d'appel à l'aide, en tout cas un besoin d'attention renforcée. Alors la clé, c'est de dialoguer, de ne pas juger, de ne pas trop punir, mais de renouer le dialogue pour éviter de perdre son jeune dans des challenges débiles. Foyer sain, renouveler le dialogue et puis surtout peut-être une formation dans les écoles et au sein des familles sur justement les dangers des réseaux sociaux et de toutes ces dérives et même d'ailleurs des discussions WhatsApp, etc. et des ordinateurs allumés avec les discussions de gens qu'on ne connaît pas, qui sont dans des réseaux un peu particuliers. Il faut être très 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 vigilant. Merci beaucoup Guillaume Ouattara pour cette chronique très intéressante et ce cicatrice challenge que je ne connaissais pas. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et cette semaine, son invité est Louis Albi, regardez. Comment tu te prépares pour participer à la Starac? Il se passe déjà combien de temps entre le moment où tu sais que tu vas le faire et le moment où l'aventure débute? Le moment où on le sait, c'est quelques semaines avant. Ouais. C'est très très court parce que les infos ne doivent pas fuiter. Surtout que là, c'était le retour de l'émission, donc il fallait vraiment que le casting reste secret jusqu'au dernier moment. Donc il y a eu énormément d'étapes. Et pour ne pas regretter, en fait, j'ai tout appris tous les jours. J'apprenais. Je me mettais les chorégraphies, des chansons, à placer ma voix correctement. Je sais pas comment expliquer. Ouais, je voulais que les choses soient bien. Si je l'ai fait bien. Et je l'ai fait à fond pour ne pas regretter. Donc, C'est l'excitation, le stress, qu'est-ce qui l'emporte comme sentiment? Beaucoup de peur. La peur? Parce que j'ai aussi, vu que j'ai pas beaucoup d'estime de moi, l'échec, je le vis très très mal. Et du coup, je me disais, si tu réussis pas, j'avais peur que ce soit compliqué et que je le vive super mal. Donc je me disais, pour pas regretter, tu dois te donner à 1000% et travailler 20 fois plus que tout le monde. De toute façon, c'est ce qu'on a dit de votre promotion, que c'était une année très studieuse. Comment ça se passe justement au sein du château? Ça se passe. Moi, j'étais très bien dans le château. Franchement, le truc. La vie de château, c'est pourquoi? C'était sympa. J'étais nourrie et tout. Non, franchement, c'était génial. Même l'ambiance. L'ambiance était très bonne entre nous. Il y avait aussi le fait que on était tous là les uns pour les autres à se soutenir. On s'aidait tous énormément. C'est une promotion solidaire. Ouais. C'est ça. Mais la séparation avec ta famille? C'est d'un côté, en fait, ça s'est fait facilement parce que on savait que c'était pour le mieux, que c'était pour mon rêve et du coup, on l'a tous accepté. Mais il y a des jours où c'est compliqué. Des jours où c'est compliqué de se dire que les personnes que j'aime le plus, je ne peux pas les voir au quotidien. Je ne peux pas les appeler en plus. Enfin, c'est réel cette minute par jour. C'est ça. Et du coup, moi, j'avais aussi le truc de me dire, je les appelle le moins possible parce que juste la minute, en fait, on a juste le temps de dire quelques mots. Et ça fait juste remonter la frustration de ne pas pouvoir leur parler plus. Donc, t'appelais qui? J'appelais une fois mes grands-parents. Et mes parents, je crois que j'ai dû les appeler 7 fois en 6 semaines. C'est tout? Ouais. Je donnais ma minute. Tu la prenais même pas? J'offrais ma minute aux autres. T'arrives à te discipliner, toi, quand même. Parce que je me disais... Ouais, tu te protégeais. Ouais. Si je les entendais trop, j'allais pleurer. Je pleurais assez dans l'aventure, je pense. Donc je me disais, c'est bon, les crises de larmes, on les met sur le côté, on arrête. En fait, tu te connais déjà très bien. Ah, mais je sais très bien comment je fonctionne, donc... C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Louis Albi, pour la suite de Souvenirs d'écolier. Merci Malika. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap.
la CNIL qui précise en effet que les données personnelles des étudiants ne peuvent pas être conservées indéfiniment, que également en matière de gestion de ces données, on ne peut pas forcément toujours faire appel à des sous-traitants, en tout cas pas à plusieurs sous-traitants, parce que ça multiplie les étapes, notamment de conservation, d'archivage de ces données, et donc les failles de sécurité possibles. C'est donc extrêmement encadré. Vous, chez Digital et Metaverse Collège, vous avez fait appel à quel type de solution justement pour la conservation et la gestion de ces données? Je crois que vous l'avez créé en interne. Absolument. On a un groupe en interne qui développe des solutions numériques et ils l'ont développé, notre base CRM, où toute notre donnée est conservée en interne. Comme ça, on sait la gérer, on sait la filtrer, on sait la stocker et surtout la sécuriser. Parce que les écoles sont très sensibles justement à ces tentatives de hack. Ouais. Parce que justement, c'est une mine d'or pour les hackers. C'est-à-dire qu'on a toutes les informations sur vous. Donc effectivement, on a préféré tout centraliser, même si ça nous a coûté. Forcément, on se rend compte que la donnée, ça coûte cher. Mais derrière, ça nous permet de sécuriser, d'être beaucoup plus serein par la suite. Au moins, là, on sait sur quoi on se repose, quoi. Flavie, quels sont les profils des étudiants avec qui vous enseignez? On n'a pas vraiment de profil, en fait. Il y a tout type de profil, il n'y a pas un profil type, du coup. Non, il y a une passion commune. Il y a une passion commune, il y a une envie d'apprendre à fabriquer un bijou, bien sûr. D'accord. Il y a quand même un tempérament plutôt patient et pugnace, on va dire, puisque effectivement, fabriquer un bijou, ça prend du temps. Ouais. Parfois, on se trompe, on fait des erreurs, donc on apprend à nos étudiants de ne pas se décourager. Surtout que dans les grandes maisons, on a des pièces qui durent 6 mois, 1 an et demi, donc voilà, il faut être courageux. Après, sinon, au niveau profil, on n'a pas forcément... On peut intégrer la Haute École de Joaillerie sans savoir très bien dessiner, tout s'apprend en fait. Il faut savoir que c'est un métier qui s'apprend. Donc effectivement, quand on a des parents ou des étudiants qui viennent nous voir, qui nous posent la question, mais mon enfant ne sait pas dessiner, c'est pas un souci en fait. On est là pour ça, les enseignants. Effectivement, c'est quelque chose qui s'apprend. D'autant qu'effectivement, un dessin de bijou, c'est très particulier. Donc c'est pas parce qu'on va savoir dessiner une statue ou quelque chose qu'on saura dessiner un bijou et inversement en fait. Donc on n'a pas de profil. On est là pour les accompagner, les former. Et il y a quel type de spécialité quand on arrive justement dans cette haute école de joaillerie? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus large qu'avant parce qu'en fait, on a la 3D qui est arrivée dans le métier. Donc on a aujourd'hui des cours de 3D, mais sinon on a des cours de dessin, de gouache, de dessin technique, savoir dessiner un bijou vu de face, vu de côté. De gouache, la gouache? Oui, en fait, on va vraiment peindre pour peindre les pierres, etc., voir les couleurs du bijou. Et effectivement, le dessin technique, ça va aider le joaillier à avoir toutes les vues du bijou, puisque le joaillier, surtout dans les grandes maisons, est exécutant. On ne lui demande pas d'être créatif, on lui demande de reproduire un dessin à l'échelle. Donc voilà, et puis bien sûr la fabrication que j'enseigne. Donc là, on a 2 types de cours. On a la fabrication sculpture sur cire et la fabrication dans le métal directement. D'accord. Voilà. Quel est le processus justement quel est le processus de création? De création, alors du début à la fin, on va avoir un dessin. Alors, soit on part de pierres... Tout part à chaque fois du dessin, quoi. Voilà. Soit on a déjà des pierres, on va dessiner en fonction des pierres que l'on a achetées. Soit, effectivement, on va faire un dessin et on va sourcer les pierres, effectivement, après, pour coller au dessin que l'on a fait. Après, on peut faire une pré-maquette en plastiline. C'est une pâte à modeler, en fait. On commence à sculpter pour se donner une idée du volume. C'est effectivement passer d'un dessin 2D à un volume en 3 dimensions, c'est une difficulté. Donc, on peut faire une pré-maquette. Ensuite, on va soit sculpter en cire, soit faire le bijou en métal directement. Ensuite, on va donner au sertisseur qui va fixer les pierres. Ensuite, le polissage, etc. Sa famille, elle en prend aussi pour un grade. Là, je parle de la famille de Romain d'Astéry. Sur le thème, vous écrivez et dire qu'on t'avait fait diagnostiquer HPI. Donc, il y a aussi une critique de la surpression scolaire par les familles. Oui. Bon, là, ça reste une mention assez légère. Oui, mais c'est quand vous plantez le personnage, donc ça marque le lecteur quand même. On se dit. Oui, c'est-à-dire que je dépeins un personnage et sans doute cela explique un peu son attitude, qui a été très couvée et très encouragée dans tout ce qu'il disait. On pourrait dire un peu à l'américaine. C'est un jeune homme qui a été très bonnet, voilà, c'est ça. Tout ce que tu dis est absolument génial parce que tu es surdoué, mon fils. Et le choc avec la réalité, c'est aussi le choc avec le monde du travail et le monde de l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il y a un moment où non, en fait, la réalité lui renvoie pas ça forcément. Ça, et puis c'est un roman du déplacement. D'ailleurs, c'est dans le titre, un vrai dépaysement. Je crois que c'est un de vos sujets d'ailleurs, l'idée qu'on se trouve en se dépaysant. C'était Berlin dans un de vos précédents ouvrages, qui est Lève-toi et charme.
Oui, dans tous mes livres, il y avait la Slovénie, il y a eu, dans mon dernier livre, c'était à New York, un Roumain encore à New York. Mais il y a cette idée que, en effet, on se trouve en se dépaysant, et puis peut-être aussi cette idée que aujourd'hui, on va chercher l'altérité à tout prix parce qu'on vit dans un monde qui tend à s'uniformiser, un peu en suivant la mode américaine. Greg, est-ce que ce sont des mesures contraignantes qui nous disent que parfois, le pouvoir chinois préfère choisir la méthode forte plutôt que la méthode de la liberté du marché ? Évidemment, et c'est ce qui est fascinant avec des régimes autoritaires, c'est qu'à partir du moment où on ne respecte pas les libertés, parce que le principe n'est pas la liberté individuelle, mais le principe est le maintien de règles communes et d'un régime, eh bien on permet et on peut appliquer très rapidement ce type de choix. Et c'est là qu'aussi ça permet de prendre en compte des externalités négatives que sont parfois l'environnement, mais là on parle de la santé mentale des enfants, et on se rend tous compte qu'un abus de jeux vidéo est néfaste. Ça, on le sait. Et après, comment est-ce qu'on réagit ? Nous, dans nos régimes occidentaux, on va essayer d'éduquer les parents pour que les parents mettent en œuvre des choses. Les éditeurs de jeux vidéo vont, eux, permettre certains outils pour le mettre à disposition des parents, pour que les parents puissent peut-être réguler l'accès à ces jeux, et ça va prendre du temps. En Chine, c'est très clair. Vous avez le droit de jouer moins de 18 ans. Vous pouvez jouer le jeudi, vendredi, samedi soir, entre 20h et 21h, point. Il y a un effet qui est immédiat, donc ça fait une atteinte à un marché, mais ça permet surtout de se dire que quand un marché crée un produit, on anticipe et on constate des externalités négatives et on y répond tout de suite. Et c'est ce qui est fascinant avec les régimes autoritaires, c'est que c'est très rapide. Et il ne faut pas faire la promotion de ce type d'application, mais on peut réfléchir à comment les entreprises elles-mêmes pourraient, au lieu d'attendre le plus possible et d'être le plus régulé le plus tardivement possible, pourrait anticiper ça et dès le départ, quand on crée un jeu, penser aux atteintes à la santé mentale des enfants et ne pas vouloir que les enfants y passent le plus de temps possible. Au contraire, passer un temps de jeu qui va être utile, plaisant, mais ne pas aller dans l'abus. Quelle est la particularité du métier de fournisseur, Tumaï ? Alors effectivement, c'est un métier assez fermé, un milieu assez fermé, mais comme le reste de la joaillerie finalement. Et quand on n'a personne dans le métier, dans notre entourage, dans la famille, c'est pas facile de se faire une place et de rencontrer les bonnes personnes. Donc ça peut prendre beaucoup de temps avant de se créer le bon réseau, travailler avec les bons fournisseurs et aussi trouver les clients ensuite. Il y a beaucoup de pierres, du coup, en France, ou c'est plutôt en Belgique, c'est plutôt dans d'autres pays ? Alors, moi, je suis un peu spécialisée dans les pierres de couleur. Effectivement, les diamants, on va plutôt... on a des sites, on va dire, des villes internationales où on fait le négoce de diamants qui sont New York, Anvers, Tel Aviv. Après, pour ce qui est des pierres de couleur, là, c'est... on va les sourcer un peu partout, elles proviennent d'un peu partout dans le monde. Moi, j'ai étudié dans une école américaine à Bangkok. Donc, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude d'aller plutôt à Bangkok pour sourcer. Mais les pierres en elles-mêmes proviennent d'un peu partout dans le monde. Ça s'appelle Hogwarts Legacy. En français, on pourrait traduire l'héritage de Poudlard. Et c'est un nouveau jeu vidéo disponible sur console. Donc, pour tous les fans d'Harry Potter comme moi, c'est du pain béni. Ah, c'est ça, les cernes. Mais non, mais moi, j'aime pas trop les jeux vidéo. Bon. J'ai juste testé pour la chronique. Voilà. Donc, le principe, il est simple. J'ai juste testé pour la chronique. Non, mais comme ça, rapidement. Je suis grand reporter. Je suis grand reporter à la quotidienne de School TV. Voilà, Harry Potter, tout ça. Donc, le principe. Donc, en fait, on crée son sorcier ou sa jeune sorcière et on peut tout choisir. Vraiment, la couleur des cheveux. Enfin, on peut vraiment personnaliser son sorcier ou sa sorcière. Et après cela, nous voilà embarqués dans une aventure dans le monde merveilleux, incroyable de Poudlard. Donc je crée mon sorcier et j'entre à Poudlard. Voilà, et j'entre pas en première année, je crois, hein, c'est ça ? Non, justement, on ne sait pas pourquoi, mais il intègre directement la 5e année, ce qui renforce le côté petit nouveau qui va devoir s'adapter à un environnement où tout le monde se connaît déjà, et ce qui permet aussi de rajouter un peu de mystère. Pourquoi le personnage n'arrive-t-il qu'en 5e année ? Est-ce qu'il va réussir à rattraper son retard ? Quelle est l'histoire de ses pouvoirs ? Etc., etc., etc. Et c'est cela qu'on découvre tout au long du jeu. Alors, j'ai pas joué longtemps au jeu, mais j'ai vu des visuels, j'ai testé, on voit quelques images. C'est spectaculaire, c'est magnifique. Et pour la fan d'Harry Potter que je suis, je peux vous dire que c'est super bien fait. Merci beaucoup Guillaume, c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour cette chronique passionnante, pour effectivement votre mise en garde contre les réseaux sociaux qui est toujours très importante. Je me doute que vous allez continuer à me faire des chroniques sur les TikTok et les réseaux sociaux. Je passe beaucoup trop d'heures parce qu'il y a quand même des choses formidables. On blâme beaucoup TikTok,
mais il y a quand même beaucoup de belles choses parmi les très mauvaises. Pas que TikTok. Vous êtes sur TikTok, vous, ou pas? Non, pas du tout, j'avoue. Faut que vous y veniez, hein. Non, j'accroche pas. J'accroche pas. Ça me rassure de ne pas accrocher, j'avoue aussi. Merci à vous tous de nous suivre. Canal 247 sur les Freebox, schooltv.com évidemment pour nous retrouver. Toute l'équipe de School TV se mobilise chaque jour pour vous apporter le meilleur de l'actualité de l'éducation. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Ulysse Touret, Alexis Oussabassidis au son, Laure Audemont au maquillage et Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Merci à vous tous. Bonne soirée.